D'abord la crise économique, puis l'explosion du port, et maintenant, la guerre. Au Liban, notre génération subit coup dur sur coup dur. Mais à chaque fois qu'on est à terre, on se ressaisit et on recommence à zéro. À Darrieh, avant la guerre, les maisons étaient collées les unes aux autres. On connaissait nos voisins et on vivait tous ensemble. Depuis la guerre, Darrieh n'est plus qu'un champ de ruines. Nos voisins ont disparu, les écoliers sont sans école et les écoles sans écoliers. Je m'appelle Joey Haïdar, j'ai 24 ans et je viens de Darrieh. Je suis prof d'anglais le jour et artiste la nuit. Lorsque la guerre a éclaté, nous sommes partis dans le village de Ras Osta, à 55 km au nord de Beyrouth. C'est là que nous avons passé la majeure partie du conflit. Quand je dis « nous », je parle de 9 familles, y compris la mienne, dont les maisons ont été détruites à Darrieh. Cet endroit nous a servi de refuge et j'y suis pas retourné depuis le cessez-le-feu du 27 novembre 2024. C'est bizarre de revenir dans cette maison. J'ai énormément de souvenirs qui me reviennent. Souvent, on entendait les bombardements sur Darrieh jusqu'ici. Au début, ça me rendait vraiment très anxieux, j'étais terrifié. J'avais peur pour ma vie. On n'arrêtait pas de se dire qu'on risquait de mourir à chaque instant. Mais à un moment donné, je suis arrivé à un point où tout m'était égal. On s'occupait en comptant les heures. Je connais la guerre depuis mon enfance. En 2006, j'avais 5 ans lorsque la guerre a éclaté entre le Liban et Israël. À l'époque, on avait déjà passé la totalité du conflit dans cette maison, avec les mêmes personnes. J'ai l'impression que l'histoire se répète. Mais cette fois, il y avait 15 enfants, dont mes neveux et mes nièces. À chaque fois qu'un avion de guerre nous survolait ou qu'on entendait une explosion, je leur disais ce que mes parents me répétaient quand j'avais 5 ans. C'est rien, n'ayez pas peur, on est en sécurité dans cette maison. D'ici, on pouvait voir les missiles tomber sur Darrieh. On a vraiment eu très peur des bombes. Mes parents disaient toujours « C'est rien, n'ayez pas peur ». Et tu les as crus? Bien sûr que non. Eux aussi, ils avaient peur. Mais ils faisaient semblant. Malgré cette guerre, on a quand même vécu de bons moments ensemble. C'est comme si ça nous avait rapprochés. Mais j'ai aussi perdu des gens qui m'étaient proches. Le pire, c'est quand on m'a annoncé la mort d'un de mes élèves.
J'ai appris son décès dans un groupe de discussion. Il a été tué avec toute sa famille. C'est ma mère qui m'a lu le message annonçant sa mort. Je crois que c'est la pire chose que j'ai eu à vivre de toute ma vie. L'idée que quelqu'un d'aussi innocent, qui ne faisait que parler de ses rêves, puisse mourir du jour au lendemain, à l'âge de seulement 10 ans, m'a totalement brisé. Personne ne mérite ça. D'autant plus qu'à sa mort, il était paisiblement assis avec toute sa famille. Et aujourd'hui, ils sont tous partis. De nombreuses personnes ont perdu des membres de leur famille dans une violence indescriptible. Souvent, des gens ont été tués et personne n'a pu les identifier. J'essaye justement de combattre ça grâce à mon travail. Je documente la situation et me concentre sur chacune des personnes pour permettre le processus du deuil. Je veux que la mort de chaque individu compte. Pour moi, il est hors de question de tout balayer sous le tapis comme si de rien n'était. Parce que c'est comme ça que l'histoire se répète. Je connaissais Ibrahim Abou Rassan depuis que j'avais 8 ans. Petite, je lui achetais des bonbons et j'attendais le bus scolaire devant sa librairie. Le bruit de la grille de son magasin qu'il ouvrait le matin faisait partie de mon enfance. Chaque personne décédée à cause de cette guerre a sa propre histoire. Ibrahim a été notre voisin pendant 55 ans. Il travaillait ici et faisait partie de cette rue. Il distribuait aussi le journal. Tous les matins, je faisais descendre un panier avec une corde, depuis le 5e étage jusqu'en bas. Il m'y déposait mon journal et 2 paquets de cigarettes. Ensuite, je remontais le panier. Une bombe a touché un bâtiment situé juste en face de sa maison. L'explosion a été très violente. Le plus triste, c'est qu'à ce moment-là, il était sur son balcon, en train de prendre son petit déjeuner avant de partir au travail. Et le balcon s'est effondré avec lui. Mon obsession pour la photographie a commencé en 2020, après l'explosion du port de Beyrouth. Partout, il y avait des éclats de verre. Tout était détruit. Je suis de nature plutôt anxieuse, et c'est la peur de tout perdre qui m'a poussée à vouloir photographier et documenter mon environnement. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais tout perdre, y compris la ville que j'aime. C'est joli malgré les voitures derrière. Merci beaucoup. C'est cool comme ça. Vous venez d'où? Du Liban? Non, de Syrie. D'où en Syrie? D'Alep. Vous êtes connu à l'école? Non, c'est mon voisin. Je peux vous prendre en photo? T'as du sucre? Encore? C'est bon, merci. Prends mon numéro. Comme ça, tu pourras me l'envoyer. Merci. Je veux pas perdre ma capacité à ressentir les choses, ni la faire disparaître. Je veux éprouver de la douleur si j'en ai envie. Ressentir toutes les émotions possibles, ne rien réprimer. Sinon, je perdrai mon humanité.
De nombreuses personnes ne comprennent pas comment on peut encore faire la fête alors que notre pays est en guerre. Mais vous avez vu les photos des soirées qui avaient lieu dans des bunkers lors des guerres précédentes? Quoi qu'il arrive, les Libanais trouveront toujours un moyen de célébrer la vie. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Et tout ça n'a rien à voir avec notre soi-disant tempérament méditerranéen ou parce qu'on vit au bord de la mer. Non, c'est simplement parce qu'on est capable de trouver de l'espoir, même quand c'est la merde. Je m'appelle Raymonda Chamoun et depuis 15 ans, je suis responsable de projets culturels au Liban. Quai Beyrouth est un lieu dédié aux manifestations artistiques et culturelles. On accueille ici énormément d'artistes underground, très talentueux, pour faire vivre la scène alternative de Beyrouth. La guerre a d'abord éclaté à Gaza, puis dans le sud du Liban. Mais avant qu'elle touche Beyrouth, on voulait continuer à programmer de nouveaux artistes. Je me souviens avoir demandé à un DJ espagnol s'il était partant pour jouer ici. Mais il a tout de suite refusé parce qu'il était impensable pour lui de venir au Liban. Comment réagir face à un tel refus? J'étais à court d'arguments. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Et je comprends que les gens aient peur à l'idée de venir ici. Hey Jonathan, Bonjour. Salut. Salut. Gabi exorcise les mauvais esprits. Et je vous assure qu'il y en a pas mal au Liban. Gabi, tue mes démons, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Ça sent encore les égouts. Cette ville a vraiment besoin d'être assainie. Soyez pas étonnés. C'est une station de radio chrétienne. Ma voiture a subi un dégât des eaux et depuis, j'ai un problème électrique. Dès que je mets le contact, la radio se met en marche et elle est bloquée sur cette fréquence. Je voulais trouver une solution, mais j'ai laissé tomber. Après tout, c'est rassurant. Dès que je rentre de soirée, je monte dans ma voiture et j'entends cette musique. Bénissons ce monsieur avec notre musique. Va chier, toi. Putain, enfin arrivé. Je vais retrouver ma féminité. Bonjour. Bonjour. Tu m'as manqué, comme toujours. Ce pays m'a volé ma jeunesse. L'an dernier, je pense à la même chose. Je me demandais si j'avais pris la bonne décision en restant ici. On a dû traverser tellement de choses, sans aucun répit. C'était comme si, en un clic, on était passé de la guerre à la vie normale. Mais on a tenu le coup, même si je ne sais pas comment on a fait. Les gens disent que ça a toujours été comme ça au Liban. Moi, j'en sais rien. En tout cas, maintenant, c'est terminé. Tout s'est enchaîné super vite. À 4 heures du matin, le cessez-le-feu a pris effet. Et à 4h05, on avait déjà installé le sapin de Noël chez nous. J'avais même prévu d'organiser une soirée dès le lendemain de l'annonce du cessez-le-feu. Bye bye la guerre! Et d'un coup, il y avait des pubs pour des soirées de Nouvel An un peu partout sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Mais la semaine dernière, j'ai commencé à faire des insomnies.
Et c'est pareil pour tous mes amis. Ils n'arrivent plus à trouver le sommeil. On se réveille tous au beau milieu de la nuit et on se sent très mal. Qu'est-ce qui se passe avec mon corps en ce moment? C'est comme si j'étais vidée, mais je me sens plus légère. Je suis vraiment multitâche. Je fais tes ongles et en même temps, je purifie ton âme. Ouf, je respire. Il devrait faire gaffe, lui. Merci, madame. Là, c'est bon, il y a moins de monde. Pendant la guerre, près d'1,5 million de personnes ont fui le sud du Liban. Et beaucoup se sont réfugiés à Beyrouth. Au départ, la plupart de ces réfugiés vivaient dans les rues. La communauté artistique de la ville s'est tout de suite engagée pour leur venir en aide. Du jour au lendemain, on est passé de l'organisation de concerts et la production de musique à celle d'initier la collecte de dons et de couvertures. On va passer par là. Et puis il y avait le bruit des drones israéliens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça s'arrêtait jamais. Pendant 3 ou 4 mois, on a fait office de cobaye pour leurs expérimentations. On se serait cru dans un épisode de Black Mirror. Ils essayaient de nous rendre fous. Merde, j'ai raté mon rendez-vous. Ma plus grande peur, c'est que nous suivions le même chemin que nos parents. Je pense que pour tenir jusqu'à aujourd'hui, ils ont dû tuer une partie d'eux-mêmes. Et ils l'ont tous fait. À cause de cette guerre, j'ai l'impression que moi et mes proches, on agit de la même façon. Lentement, nous aussi, on se met à tuer une partie de nous-mêmes pour pouvoir supporter la situation et passer à la suite. Ça me terrorise parce que cette partie de moi est importante. En ce moment, j'ai l'impression que mon visage et ma peau ne sont plus les mêmes. Comme si mon corps... Mec, avance, tu vois pas que je te laisse passer, abruti? Bien sûr, ces derniers temps, je suis pas au meilleur de ma forme. En tant que Joey, j'ai toujours été quelqu'un de timide, qui prenait la vie trop au sérieux. Jusqu'au jour où j'ai découvert le drag et que j'ai pu créer mon alter ego, Sitiana. Avec ce personnage, j'ai voulu relever un défi et voir jusqu'où je pouvais assumer ma féminité au lieu de porter un masque pour paraître plus masculin. Saleté de rouge à lèvres. Pardon, j'avais oublié que j'étais une femme aujourd'hui. On pense souvent qu'il n'existe pas de scène drague au Proche-Orient, et même qu'il n'existe pas de scène gay, qu'on n'a aucun droit et qu'on risque de se faire tuer à tout moment. Mais c'est absolument faux. Au Liban, la communauté queer est très importante, tout comme la scène drague. Alors oui, tout se passe dans la clandestinité, mais ça existe. Les Israéliens prétendent aider les personnes queer parce que dans nos pays, on se ferait assassiner ou jeter du haut d'un toit. Mais ça, ce n'est rien d'autre que du pinkwashing. Ils utilisent ces arguments pour justifier leurs attaques. Moi, j'ai toujours été queer. J'ai fait mon coming out et je suis encore en vie, alors que j'habite à Darya, qui est une agglomération majoritairement chiite. Ici, la plupart des gens savent qui je suis. Je publie même des photos de moi en drague sur les réseaux sociaux. Et je ne me cache pas.
sauf auprès de ma famille et de mes parents. Ils n'iraient pas jusqu'à me tuer, mais ça les décevrait. Pendant la guerre, j'ai vécu dans cette maison avec une trentaine de personnes. J'ai dû cacher mon identité parce que je savais qu'elles n'avaient pas les mêmes idées que moi sur le sujet. Mais c'est quelque chose que je respecte. Voilà pourquoi j'ai dû faire semblant d'être hétérosexuel pendant 3 mois. Tout ça à cause d'Israël. Cela va totalement à l'encontre de ce qu'ils tentent de nous faire croire, à nous et à l'Occident. De toute façon, avec cette guerre, je n'avais pas le temps de penser à moi, à mon identité queer ou à ma sexualité. Avec ma famille, on n'avait qu'une idée en tête, se battre pour survivre. Quand un pays est en guerre, personne n'est d'humeur à faire un drag show, à mettre du maquillage et à parler d'identité queer. C'était comme un retour en arrière qui rendait nos vies encore plus tristes. Dis-moi, pourquoi tu ne pars pas aux États-Unis? Je sais pas. Faut voir. Tu me dis toujours de partir parce que j'ai un passeport américain. Pendant la guerre, je t'ai demandé ce que tu faisais encore assise ici alors qu'on était en train de se faire bombarder. Je pouvais pas t'abandonner. Toi et tes cousins, vous étiez terrorisés. Grand-mère, toute la rue, tout le quartier était terrorisé à part toi. Tu passais tes journées à prier et quand je te disais qu'il fallait partir, tu me répondais « Pour aller où ?» Comment ça se fait que t'as jamais peur? Je ne sais pas. C'est comme si je ressentais une sorte de calme intérieur. Et puis je prie et je demande à Dieu de m'aider. Je crois que mes prières et ma foi m'aident beaucoup. Tu sais, je suis croyante. Et je lis beaucoup aussi. C'est peut-être parce que tu as vécu la guerre civile. C'est vrai que la guerre civile a été très dure. Je sais qu'on ne peut pas comparer nos générations, mais je me demande tout le temps pourquoi toi et maman, vous n'avez jamais peur de rien. Pour moi, c'est vraiment très impressionnant. La nuit où Israël nous a attaqués, maman était très calme. Elle est venue nous voir pour nous demander comment on allait. Et toi, tu lui as dit « Oh, ta fille a peur, alors je suis venue la rassurer. » Mon amie Tania dit toujours que Beyrouth ressemble à une vieille dame, à la fois forte et élégante. Ce n'est pas un homme, parce que les hommes détruisent tout. Ce sont les femmes qui font que tout se tient et que la vie continue. Regarde-moi. Oui, comme ça. J'ai une relation très particulière avec ma grand-mère. Pendant la guerre, je l'ai beaucoup photographiée. J'étais fascinée par sa capacité à aller de l'avant malgré les bombardements. Maman, tu peux regarder grand-mère? Super. Vous êtes trop mignonne. Maman, regarde grand-mère. C'est très bien. À votre avis, pourquoi cette guerre vous a moins ébranlé que la jeune génération? Quand la guerre civile a éclaté, je devais avoir ton âge et j'étais terrorisée. Mais toute cette période, ainsi que les guerres et ma vie en exil, m'ont appris à ne pas avoir peur des choses que je ne pouvais pas contrôler. Ma plus grande peur a toujours été de devoir quitter cette maison et de ne jamais pouvoir y retourner. Quand les Palestiniens ont dû quitter leur pays, on leur a dit qu'ils pourraient y retourner plus tard. Mais ils sont toujours là. Et ça me fait très peur. En vivant la guerre civile, j'ai su que je ne voulais avoir qu'un seul enfant. Je l'ignorais. J'avais toujours cette image de moi prenant la fuite, tenant mon enfant d'un bras et ma valise de l'autre. Comment partir en courant avec 2 enfants et une valise? Je crois que cette image m'a vraiment traumatisée. Vous avez tout simplement effacé vos traumatismes liés à la guerre civile. D'ailleurs, je crois que tout le pays a été incapable de conserver ses souvenirs parce qu'ils étaient trop atroces. Je n'arrête pas de me répéter que l'état de guerre est pour moi l'état naturel. Je sais que si un nouveau conflit éclate,
je serai capable d'y faire face. Je sais comment rassembler toute ma volonté et toute mon énergie pour mieux me concentrer pour survivre. Je crois que je m'en tire mieux en temps de guerre. Parce qu'en temps de paix, il m'arrive de n'avoir aucune motivation. Alors, est-ce que je suis traumatisée? Oui, bien sûr. Toute notre génération l'est. Il m'arrive de me regarder dans le miroir et de penser que ce que je suis en train de faire est mal. Que je devrais pas être comme ça. En tant que chiite, il faudrait plutôt que je sois très masculin, voire macho, et que je laisse apparaître aucune part de féminité en moi. Pourtant, je me suis rendu compte que la vie pouvait être bien plus que ça, et qu'il était tout à fait possible que je sois chiite, féminin, et que je fasse du drag. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner dans cette maison pour laisser vivre la personne que la guerre m'a empêché d'être. C'est un jour historique. Après 3 ans sans président, un nouveau chef d'État vient d'être élu au Liban. Le pays entier est en liesse. Cette élection représente une lueur d'espoir pour tous les Libanais. Notre 14e président, M. Joseph Aoun, est actuellement en route vers sa résidence officielle. Puisse le Liban bénéficier de ce merveilleux séisme politique. Ce soir, Tout Hard et El Waili vont se produire ici. El Waili est un artiste égyptien et il est venu spécialement au Liban pour cette soirée. En plus, c'est le premier concert qu'on organise depuis la fin de la guerre. C'est aussi notre premier événement depuis l'élection présidentielle. J'ai beaucoup à faire, mais comme je suis organisée, ça ira. Allô, allô. Ah, ok. Joy, Hassan vient d'arriver. Waouh! Charmant, discret et respectueux, j'adore. Un instant, s'il vous plaît. Il n'y a plus de courant. Ah, c'est réparé. Ça fait tellement international. Les plombs ont sauté pendant les balances. Surtout, le dit à personne.
J'aime ce que je fais parce que je le fais au Liban. À l'étranger aussi, j'aurais du travail. Et même de l'argent et tout ce dont j'aurais besoin. Mais l'énergie que je ressens ici, je la trouverai nulle part ailleurs. Ce que je vais dire va peut-être paraître cliché, mais tout ce que font les gens au Liban, c'est par amour. On a besoin d'un effet spectaculaire. Faut que ce soit sexy. Immédiatement après le cessez-le-feu, j'étais pas d'humeur à faire la fête. On s'attendait tous à ressentir un grand soulagement à la fin de la guerre. Mais pour moi, la lumière ne s'est pas encore allumée. Je manque toujours d'énergie. Je suis très heureuse pour les personnes qui ont réussi à aller de l'avant. Je les jalouse même. Mais c'est comme si une voix intérieure me disait « C'est tout ? La guerre est terminée, on les a laissés faire et il n'y aura aucune conséquence ?» Je ne souhaite pas que les bombardements reprennent, mais j'ai du mal à accepter que ça finisse comme ça. Je ressens tant de douleur, de colère, de rage, de déception, de tristesse et de peur que je mettrai sans doute des années à guérir. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrai un jour surmonter tout ça. Je crois que cette guerre m'a beaucoup changé et que je ne serai plus jamais la même. Je souhaite que Beyrouth guérisse. Nous avons tous beaucoup souffert et c'est totalement injuste. Mais je souhaite aussi que nous puissions tous guérir. Peu importe comment on s'y prend, je veux qu'on fasse ça ensemble. Ce qui s'est passé est atroce. C'est d'ailleurs pas terminé. Et on mettra tous sans doute beaucoup de temps à s'en remettre. Mais pour moi, tout ça fait partie de mon processus de guérison. Bon, d'accord, j'ai aussi besoin d'un psy. Mais la guérison passe aussi par la fête. Salam alaikum Beyrouth, شو الوضع؟ كثير مبسوطين لأول مرة بحياتنا بجد. On peut vivre chaque jour une centaine de vies dans ce pays. Est-ce une bénédiction ou une malédiction de venir d'un pays qui nous fait ressentir à la fois autant de douleur, d'amour, de colère et de joie? C'est un sentiment étrange d'être assis là à célébrer ma véritable identité, tout en étant terrifié à l'idée qu'une nouvelle guerre éclate.